Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle émission sur YouTube de France 24 avec Judith. Mes invités reviendront sur leur parcours, leur changement de vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Ami Flammeur. Bonjour. Vous êtes violoniste, premier prix de violon en 1969 à 16 ans, soliste pour différents orchestres, chef d'orchestre en France et à l'étranger, professeur de violon et de musique de chambre au CNSM, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris, compositeur de musique de nombreux films, dont plusieurs de Marguerite Duras. Et dans votre discographie, on retrouve notamment 2 disques, Tendresse et Rage chez Okora Radio France, et puis Sonate pour violon et piano avec Jean-Claude Pelletier. Et à signaler 2 livres, Apprendre à vivre 2 sur 3, Apprendre à vivre sous l'eau aux éditions Christian Bourgois, et puis Il se souvenait de l'histoire aux éditions Libris Sfera. Mais avant de commencer cet entretien qui est donc consacré au changement dans la vie, vous vouliez d'abord revenir sur la reconnaissance par la France à l'ONU de l'État palestinien il y a quelques jours. Oui, absolument, entre autres. D'abord parce que je pense qu'un musicien qui se respecte ou quelqu'un qui simplement essaye de faire des choses, j'aime pas trop le mot artistique, mais en fait, disons des belles choses et des choses qui touchent, ne peut pas vivre en dehors du monde. Et il ne peut pas non plus ne pas avoir envie de, sans conviction, mais d'arranger un peu ce monde. Il ne marche pas si bien que ça. Mais sans non plus d'illusion. Par exemple, moi j'ai bien connu Yehudi Menuhin, qui était évidemment le grand violoniste qu'on connaît, et il y a 2 choses qui m'ont marqué. Il disait toujours: «Moi, si je joue la chaconne de Bach merveilleusement bien et à l'endroit où je veux et comme je veux, le monde sera changé». Et on disait: «Maître, je crois que vous vous trompez». Et il est venu après cette fameuse discussion, puis après je reviendrai vraiment au sujet lui-même. Il m'avait dit un jour: «Vous savez, tu sais», parce que j'étais un petit garçon à l'époque presque, «Moi quand je joue, je voudrais qu'on oublie tout. La musique, c'est fait pour ça, pour tout oublier». Et moi qui avais beaucoup de culot à l'époque, je dis peut-être encore, enfin, je lui ai répondu: «Moi, quand je joue, j'aimerais bien qu'on se rappelle de tout». Et c'est un peu ça en ce moment. Voilà. Donc, et on peut pas, voilà. Donc, ce qui se passe en ce moment est une catastrophe, enfin intersidérale, je sais, mais malheureusement, elle était prévisible, cette espèce d'apocalypse. Bon, moi, je voudrais dire juste 2 choses, et puis après on passera à autre chose. D'abord l'urgence, avant de parler politique, parce que je trouve que tout le monde parle dans tous les sens, beaucoup de gens ne connaissent pas. Avant, il faut arrêter ce massacre. Voilà, ça c'est l'urgence. Même si on a des positions différentes, là on est, moi qui me suis presque battu avec des gens parce que je n'acceptais pas le mot génocide, je suis obligé de l'utiliser. Et ça me fait très, 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 très mal de penser qu'Israël fait ça en ce moment. C'est-à-dire qu'on tue des gens n'importe comment. On voit encore tous les jours, j'arrive même pas à dire, après on dit: «Ah, mais c'est par hasard, c'est tombé sur des civils». C'est pas vrai. La photographe qui s'est fait tuer, elle était visée. Enfin bon, plein de choses. C'est l'horreur. On affame des gens. On organise la famine. On organise la famine. Alors après, on peut discuter. Je vais dire peut-être un État juif organise la famine. C'est terrible. Quand on vient de ça. Alors en même temps, bah, pourquoi les juifs seraient mieux que les autres? OK, mais quand même, c'est pour moi terrifiant. Je trouve que c'est une trahison du projet sioniste lui-même, du projet juif, du projet je sais pas quoi. Enfin, je suis très contradictoire, mais on est tous contradictoires en ce moment, c'est impossible. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai envie de dire: «Arrêtez, c'est horrible, on peut pas faire ça nous», mais en même temps, il y a pas de nous. Je veux dire, bah, voilà, on est un peu comme un autre, pourri. Quand il est pourri. Et donc voilà. Donc mais plus précisément, je pense qu'en ce moment, on assiste quasiment, alors là, pour être un tout petit peu plus politique, parce que je crois que c'est important, on assiste quasiment à une espèce d'alliance objective entre le Hamas et le gouvernement fasciste israélien, j'ai pas honte de le dire comme ça. Ils ont tous les 2 les mêmes intérêts, la merde et pas d'État palestinien, parce que l'État pour Israël, bon, ils veulent pas d'État palestinien, et pour le Hamas, ils veulent un grand État seulement palestinien sans Israël. Donc finalement, ils ont tous les 2 une haine absolue de la solution à 2 États. Donc ils ont une alliance objective. Et moi, en ce moment, alors ne m'en voulez pas s'il y a des contradictions dans ce que je dis, parce que parler de tout ça en quelques minutes, on peut pas tout dire. Et on dit du coup peut-être des bêtises, mais j'adorerais, c'est pour ça que je me bats en ce moment, essayer de créer une espèce d'alliance contraire, opposée, et je sais qu'elle est possible. Ça veut dire
la vraie gauche israélienne, elle est petite, mais elle existe. J'en parlerai peut-être tout à l'heure parce que je viens de rentrer en plus dans un mouvement que je respecte énormément, qui s'appelle Standing Together, qui pour moi représente en ce moment la vraie gauche, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment pour deux États, mais qui critiquent vraiment la politique israélienne, qui critiquent vraiment les massacres, mais qui sont pour deux États. Et donc ça, et de l'autre côté, sans doute une partie de l'autorité palestinienne, qui est pour deux États aussi. On n'en parle pas assez ici, on fait comme si tous les Palestiniens étaient au Hamas, ou plus ou moins. Et aussi un peu, comme si tous les Juifs étaient avec Netanyahou. Smotrich et toute la bande, quoi. C'est pas vrai. Alors c'est en partie vrai parce ils sont majoritaires quand on ne veut pas. Mais soit on est désespéré complètement. Il y a beaucoup d'intellectuels qui adorent prendre cette position. Le désespoir, c'est une preuve d'intelligence maintenant. Bon, moi pas. Enfin, je sais pas. Je l'ai bien sûr tous les matins. Je me dis, bon, peut-être il n'y aura jamais de solution. Il va y avoir la guerre pendant 1000 ans. Mais c'est à mon sens, le désespoir est un mauvais conseiller. Donc je sais pas, j'espère encore, il y a ce petit groupe, il y a Standing Together en Israël, pas beaucoup plus, et il y a des gens dans l'autorité palestinienne, j'en connais, moi j'ai des contacts avec des gens de l'autorité palestinienne, mais ce sont des frères pour moi, ils pensent la même chose que moi, ils veulent deux États, ils veulent que ça s'arrête, ils détestent Hamas parce qu'ils sont laïcs, et parce qu'ils ont fait même une guerre entre eux, il faut pas oublier. Comme chez les sionistes, ou je sais pas comment il faut dire, à l'époque, il y a eu une guerre entre la Haganah et le Likoud, enfin, les ancêtres du Likoud, le groupe Stern, tout ça à l'époque. Eh ben, il faudrait faire une espèce d'alliance des gens qui sont pour deux États et qui sont pour la paix vraiment. Ils sont encore minoritaires, mais c'est ça le but. Et je pense même, c'est le dernier mot politique que je vais dire, je pense même il y a un piège parce que presque tous les gens, qu'ils soient enfin de la soi-disant extrême gauche, parce que pour moi, ce n'est moi qui ai été militant 30 ans d'extrême gauche, je ne peux pas considérer ce qu'on appelle l'extrême gauche en France actuellement et quoi que ce soit à voir avec l'extrême gauche. Ils sont ni marxistes, ni tolérants, ils adorent les dictatures, ils adorent les grands chefs, et enfin bon, ils sont pas démocrates dans leur propre mouvement. Enfin bon, je ne cite pas de nom, mais vous avez très bien compris. Bon, et ces gens qui crient tout le temps du fleuve à la mer, non, ça veut dire qu'ils veulent seulement de la haine, parce que c'est pas une solution, évidemment. Mais moi, je cherche une solution. Donc, le dernier truc que je veux dire, c'est ça. Les gens qui parlent beaucoup de un seul État, c'est clair qu'ils veulent la guerre éternelle, ou en tout cas, ou détruire Israël complètement. Et ça, c'est pour moi, même si ma critique est énorme, c'est une ligne rouge. Israël ne doit pas disparaître. Il doit changer, profondément changer. Revenir peut-être à des choses d'origine, mais pas disparaître parce que peut s'expliquer, ça serait long. Pour moi, c'est lié à la Shoah aussi, pour plein de choses. Mais il y en a qui veulent la disparition et ça, pour moi, c'est une ligne rouge. J'ai pris contact avec des jeunes, je vois de plus en plus de jeunes qui me disent des horreurs, qui, au nom de anti-Israël, disent des trucs, mais insensés. C'est pas vrai, le 7 octobre n'a pas existé, les sionistes ont travaillé avec les nazis pendant toute la guerre. J'entends des trucs d'anciens étudiants qui sont maintenant proches de ce fameux parti entre guillemets d'extrême gauche, ou d'autres, même d'étudiants palestiniens avec qui j'ai voulu faire des concerts ensemble pour eh ben, on me dit que le 7 octobre n'a pas existé, donc je peux pas jouer avec ces gens-là. Voilà. Alors que je joue souvent avec des musiciens orientaux et avec des Palestiniens. Je suis allé faire 2 tournées en Palestine avec un orchestre mixte que j'avais monté où il y avait des Israéliens et des Palestiniens. On va Voilà. parler. On va venir donc à notre Excusez-moi entretien. d'avoir été un peu long, mais Bien c'est sûr, hein. indispensable. Oui, bien sûr. On revient à notre entretien qui est donc consacré au changement. Vous avez l'oreille absolue. Alors, tous les musiciens, amis flammeurs, rêvent d'avoir l'oreille absolue. Et vous, vous écrivez un don qui ne sert pratiquement à rien. Oui, je le pense. Pourquoi? Alors, je peux expliquer très bien. Alors, d'abord, oui, j'ai cette oreille absolue quand j'étais petit, ça a servi beaucoup. Alors, si, ça a servi juste pour qu'on parle de moi et pour qu'on m'aide à aller au conservatoire. Mais en même temps, c'était une honte absolue parce que je suis de Metz, donc le journal, c'était le Républicain Lorrain, qui est pas le meilleur journal du monde, mais enfin, sympa quand même. Et ils étaient tellement impressionnés par cette oreille absolue mais c'était une honte. Pour moi, ils m'ont amené devant un ruisseau avec plein de gens autour, et ils m'ont dit, prenez le ruisseau en dictée. Et j'ai pris le ruisseau en dictée, mais j'avais honte, j'avais l'impression d'être un singe savant, et eux, ils étaient tous fiers. Je crois que j'ai pris bien en dictée, mais j'étais très honteux. Bon. Mais pourquoi je dis que c'est un peu inutile? La musique, évidemment, c'est chaque note, mais c'est surtout la verticalité, c'est-à-dire l'harmonie, c'est-à-dire des notes ensemble, et qui doivent sonner bien ensemble. C'est ce qu'on appelle la consonance, enfin bon, consonance musicale, et ce qui fait que c'est audible, tout simplement. Et ben, quand on a l'oreille musicale, quand on a l'oreille absolue, finalement, si on vous fait, par exemple, un énorme accord de tout un orchestre, ou même sur un piano, 18 notes en même temps, ou non, 18 c'est beaucoup, mais une dizaine, vous entendez chaque note séparément, vous dites, ah tiens, do, mi bémol, sol, si, mais vous entendez pas l'accord, vous entendez même pas
pas toujours même la tonalité, l'harmonie. Et comme je dis souvent, c'est un peu comme si je sais pas, vous mangez un truc et vous te dites, tiens, c'est marrant, il y a de la semoule. Ah oui, il y a de la semoule, il y a des carottes, il y a des navets, et il y a des saucisses. Mais vous savez pas du tout que c'est un couscous, quoi. C'est exactement ça, l'oreille absolue pour moi. Et dans ce sens-là, ça sert à rien. Alors, petit bémol à ce que je viens de dire, comme toujours, parce que rien n'est absolu. Au violoniste, ça sert un peu de temps en temps. De temps en temps. Parce que nous, comme on n'a pas, les notes sont pas faites, on les fait et au millimètre près. Donc, par moment, si, surtout en musique contemporaine, s'il y a un énorme cluster, s'il y a un truc énorme, et que vous, tout seul, vous devez, parce que vous êtes soliste, vous devez sortir un do dièse dans le suraigu, c'est pas mal de l'avoir quand même dans l'oreille, alors qu'il y a un truc autour qui a l'air de contredire complètement ce do dièse. Alors, l'oreille absolue peut permettre de dire, ah, il faut que je fasse ce do dièse. Bon, voilà. Mais c'est très rare. C'est très rare, parce que l'important, c'est l'harmonie, et l'oreille absolue ne donne pas l'harmonie. Moi, j'ai dû travailler pour avoir une oreille harmonique, c'est le contraire. Donc l'important, c'est de savoir qu'on est en train de manger un couscous. Quoi. Voilà, Que vous dites. voilà. Donc pourquoi avoir choisi le violon? Pourquoi avez-vous, avec cet instrument, ami Flammer, une relation si spéciale? Vous avez mis 2 ans à vous séparer d'un violon qui n'était pas assez puissant quand vous jouiez en orchestre. On a l'impression qu'on ne change J'ai pas très peu joué en orchestre, en fait, mais bon, c'est pas Enfin, en tout cas, vous dites qu'il n'est pas assez puissant. Non, quand je jouais en soliste avec des orchestres, Voilà. je ne passais pas au-dessus de l'orchestre. Voilà. Mais j'étais pas dans l'orchestre. Mais donc, on ne change pas facilement de partenaire avec le violon? Ah bah si, on change plein de choses, mais est-ce que je dois vraiment répondre à la question pourquoi j'ai choisi le violon? Parce qu'il y a deux réponses. Il y a la réponse, j'allais dire, familialo-historique, je peux. Oui. Alors je vais pleurer, comme ça fait rien. Non. Je vais sans doute pleurer. Pourquoi, à l'origine, on fait du violon? Alors ça revient d'ailleurs à tout ce qu'on a dit avant, dans un sens, parce que ça va rejoindre le judaïsme. Ma mère était moldave, vécu une guerre extrêmement difficile en Roumanie, horriblement difficile, d'autant plus qu'elle était dans un mouvement euh, sioniste et marxiste et de gauche. Donc, vous connaissez peut-être la fameuse brigade de fer en Roumanie qui a été une horreur, qui trouvait que les nazis étaient vraiment trop tendres avec les juifs. Mais vraiment, la Roumanie, c'est l'horreur. Hein. Et donc, après une réunion comment on appelle ça, après le couvre-feu, donc où quelqu'un s'était fait prendre, ils n'avaient pas vu. Le lendemain à l'école, il y avait 3 copains avec qui ils étaient en réunion qui étaient pendus dans la cour. C'est ça quand même la Roumanie. Et qui sont restés une semaine. Voilà, donc des juifs. Je commence par ça, pour dire qu'après, ils sont partis en Russie pour s'échapper de cette montée de l'antisémitisme gigantesque, qui est d'ailleurs plutôt dans le 2e livre, enfin bon, peu importe. Et en plus, mon grand-père avait des petites sympathies marxistes quand même, sans savoir très bien, mais un peu communiste. Il disait qu'il s'était peut-être passé quelque chose dans ce pays-là. Ils se sont vite rendus compte qu'ils s'étaient trompés, mais enfin bon, ça leur a quand même sauvé la vie parce que, alors je continue, ils ont été déportés en Ouzbékistan et pas dans les camps d'extermination de l'autre côté polonais. Alors c'était horrible, c'était la faim, c'était la maladie, c'était tout ça, mais c'était quand même, ils sont restés vivants. Bon, ils sont revenus en Russie, et là ma mère devient vraiment sioniste, quoi, enfin sioniste, et veut partir en Palestine. Mais c'est complètement interdit, évidemment. Et ils ont peur, parce que ceux qui partent, la famille en souffre, c'est ce qui s'est passé. Elle est finalement partie, en clandestinité, mon grand-père a perdu son boulot, enfin tout ça. Je vais doucement, mais je vais arriver au violon, vous inquiétez pas. Et donc, elle part clandestinement, elle dit, papa, je m'excuse, je retourne dans tout ça dans ma tête malgré moi. Papa, je pars, tant pis, quoi, je sais pas si on se retrouvera, mais je pars, je peux pas rester dans cette horreur où on nous demande toutes les 5 minutes sur les juifs, je sais pas ce qui va se passer, je veux partir là-bas. Elle veut quitter l'Ouzbékistan. Non, là, on est déjà revenu en Russie. Elle quitte la Russie. Elle quitte l'Union soviétique. Quoi. Et finalement, son père finit par la bénir, lui dit, écoute, vas-y, tant pis, on va sans doute en souffrir, mais tu as raison. C'est ça qu'il faut faire, on peut plus rester ici. Elle quitte clandestinement et elle rejoint ce qu'on appelle la Bricha, la fuite, l'agence juive organisée, la fuite des Juifs de l'Est, après-guerre. Et là, c'est très organisé. Ils sont 2 par 2. Un homme, une femme la plupart du temps, avec un masque chacun pour ne pas être reconnu si quelqu'un est pris par la police. Ils se cachent la nuit. Non, pardon, ils se cachent le jour. Ils se cachent le jour et ils marchent la nuit. Ils n'ont pas le droit de se voir, mais ils se parlent évidemment. Et ils se parlent beaucoup. Et apparemment, ils se changent tous les 3 jours, ils changent de partenaire. Voilà. Tout ça, c'est pour arriver à pied à Vienne. Et à Vienne, on peut aller, on est entre guillemets dans la liberté et on peut choisir, on va là, et la plupart du temps, en Palestine, et c'est là qu'on distribue, entre guillemets, enfin non, qu'on mène les gens, soit la plupart du temps vers Marseille pour prendre un bateau, ou bon, voilà. Et donc, de toute évidence, enfin c'est ce qu'elle m'a raconté 1000 fois, de toute évidence, il y a eu un truc avec un des
partenaire dont elle voyait pas le visage, il y a eu quelque chose, quoi. Bon, en plus, ma mère était un peu, voilà, enfin, l'amour marxiste, quoi. Bon, je sais pas comment appeler ça, enfin, peu importe. Il y a eu quelque chose, quoi. Mais il s'est sans doute rien passé, sauf que le type, le matin, au moment de se quitter, les fameux 3 jours, lui dit, écoute, tu sais, moi, je suis de Cluj. Cluj, c'est une ville importante en Roumanie, et j'ai fait des beaux-arts à Cluj. Donc, je voudrais te faire un cadeau avant qu'on se quitte. Et il prend des brindilles et des feuilles dans la forêt. Il lui fait un petit violon. Et il lui dit, voilà, si un jour on s'en sort, si tu t'en sors, et si tu as des enfants, en souvenir de moi, fais-leur faire du violon. Voilà. Bon, c'est, même quand je suis là, je sais pas, ça fait 20 ans, mais 30 ans, 40 ans que maintenant elle est plus là. Mais quand même, ça me fait encore pleurer, je sais pas comment vous dire. Oui, oui, c'est un Et, violon de brindille. oui, c'est un violon de brindille, oui. Et de feuilles et de brindille. Oui, ouais, un violon de brindille plutôt, oui. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a cherché, elle l'a jamais retrouvé, mais elle a trouvé mon père, quand même. Et voilà, elle a fait, mon frère et moi, on a fait du violon. Et moi, c'est vraiment resté. Et moi, j'ai eu un truc. Elle m'a raconté cette histoire beaucoup plus tard, pas petit. Mais mon frère avait déjà commencé le violon. Et vers 5 ans et demi, je crois, j'ai dit moi aussi, je veux, je veux, je veux, je veux. Et puis, je sais pas, je n'aime pas dire ça parce que ça paraît un peu mythique et pas vrai, mais je vous assure que c'est vrai. Je suis allé comme tout le monde, quoi. Surtout à Metz, les luthiers, c'est pas génial. Enfin bon, ne le dites pas. Mais maintenant, c'est peut-être mieux, j'en sais rien. Et on va dans l'arrière-boutique, comme on essaie, vous savez, c'est un peu comme quand on essaye des skis pour aller il faut voir la taille. Moi, j'étais très petit. Donc, le quart, ce qu'on appelle un quart, pour les débutants, c'était déjà trop grand. Alors, il m'a trouvé un huitième, très petit, et donc, on essaye, on met le violon comme ça pour montrer si c'est, il faut pas faire ça, quoi. En gros. Oui, oui, oui. Voilà, et puis pareil pour l'archer, il faut pas qu'il soit trop grand. Ouais. L'archer, on m'a fait un 16e, ça n'existait pas. On l'a fait sur mesure, tellement j'étais petit. Et, sauf que, et même quand je vous en parle, c'est pas du pipeau, enfin, je le ressens encore. Sauf que j'ai pris ce truc-là sur l'épaule et je me suis dit, putain, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je veux faire. Alors, ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait un truc un peu complexe. Je commençais en même temps le piano, je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai très vite ça. J'ai fait d'ailleurs du piano 3-4 ans, pas mal, hein. Sauf qu'il y avait cette espèce de truc très physique, très fort, de sentir le violon sur l'épaule, de sentir ses résonances, de sentir que c'était compliqué de le tenir. Je sais pas comment vous dire, qu'est-ce que c'est que ce machin. Mais ça n'a rien à voir sur une épaule, un machin pareil. Pourquoi ça tiendrait, ça peut pas tenir. Enfin bon, tout ça, c'était fascinant. Et puis en plus, alors un truc bête, comme souvent dans la vie, il y a des choses très bêtes qui déterminent la vie, c'est que je pouvais être debout. Avec le violon, je pouvais non seulement être debout, mais même marcher. Ah. Alors qu'avec le piano, on reste, quoi, évidemment, on reste assis, on peut pas bouger. Oui, vous pouvez Et être tout donc, le temps avec lui, en et je fait. marchais tout le temps. Même dans mon travail personnel, j'étais dans la chambre et je jouais beaucoup au bord de la fenêtre, si je puis dire, tout près de la fenêtre, et je regardais le monde en même temps. Je travaillais mes gammes, mes trucs, mais je regardais le monde, pour être franc, les jeunes filles aussi, enfin tout, quoi. Ouais, et on peut faire ça avec le violon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ça rejoint un peu le judaïsme, dans le sens où c'est un instrument de nomade. C'est un instrument avec lequel on peut marcher, faire des kilomètres, c'est pas très lourd, c'est pas un piano, quoi. Mm. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pianiste juif, mais il y a quand même un truc Avec le violon. avec le violon, oui. Qui a à voir avec quelque chose à voir avec la culture juive. Il Je y a un pense. lien. Bah, déjà, avec la musique juive, ce qu'on appelle Mm. klezmer, de l'Est, mais aussi avec cette histoire du nomadisme, que quand il faut changer tous les 4 ans parce qu'il y a eu un pogrom, c'est plus facile avec un violon qu'avec un piano, je suis désolé, tout simplement. Et puis, alors après, on peut parler de l'expressivité, ça, j'en sais rien. C'est évident. Il y a toujours aussi un truc avec la voix. Vous savez que klezmer, les gens ils disent toujours klezmer, bon c'est le folklore de l'Est, mais ça veut dire les instruments du chant. Ça veut vraiment dire étymologiquement les instruments du chant, parce que le klezmer imite la voix. Pourquoi? Parce que la voix est interdite tant que le Messie n'est pas revenu, Mm. officiellement. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça. Et le violon, bah, c'est vrai que j'ai dit la voix, c'est des instruments qui sont interdits aussi. Mais en tout cas, le violon imite plus la voix, plus naturellement. J'adore le piano, hein, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais c'est pas la même chose, la continuité du son. Enfin, je veux dire, quand vous faites ta, ta avec un piano, c'est pas la même chose que ta. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est tout bête, Donc, mais c'est ça le violon aussi. Hitler a réussi à détruire le Yiddishland, mais il n'a pas réussi à détruire la musique juive. Malheureusement, presque. Parce que là, on revient au tout début de l'entretien. Il y a 50 ans, presque tous les violonistes étaient très bons violonistes. Alors, on traitait de nationalisme, mais il y avait beaucoup de juifs quand même dans le. Et moi, je préférais quand il y avait plus de juifs que d'armes. Mm. Maintenant, on fabrique beaucoup d'armes, on fabrique un peu moins de violonistes. Bon, c'est un peu bête, mais en même temps. Non, en fait, vous nous dites qu'avant, il n'y avait pas de territoire, mais il y Oui, avait une culture juive. oui, Et maintenant, il y a un territoire.
Et le gouvernement de Netanyahou est en train de mettre à mal cette culture juive universaliste. Et ça a commencé assez tôt, à mon sens. Et en même temps, je suis très contradictoire et je l'assume. Je pense que ça a très vite commencé, cette espèce de destruction des valeurs d'origine du judaïsme en Israël. Et en même temps, je suis pour que ça existe. Je pense qu'il fallait un État refuge. Un État refuge, je veux dire, il faut pas se raconter des histoires. Même moi, j'ai eu une période qu'on me dit antisioniste. J'étais dans un mouvement en Israël, peu de temps. Grâce à mon frère qui était déjà là-bas et qui était dans ce mouvement. Mais en même temps... Oui, un État refuge après la Shoah. Mais oui. Moi, je suis de ceux qui pensent en plus qu'il n'y aurait pas eu Israël sans la Shoah. Il n'y aurait pas eu. Parce que pas assez de monde voulait y aller. Mais après ça, même les plus antisionistes voulaient y aller. Revenons au violon. Pardon, ouais. Quelle est l'histoire de votre violon? Ah, mon violon, c'est une histoire de... toutes les histoires de violon sont des histoires de fous, hein. Mais enfin, moi, en plus, j'ai de la chance. Enfin, alors moi, d'abord, on n'était pas une famille riche, on sortait quand même, effectivement, vous savez, tout le monde maintenant croit que tous les juifs étaient riches et tout ça, mais c'est pas vrai, vous le savez, je pense. Et nous, on sortait plutôt d'un petit... Enfin, d'ailleurs, mon grand-père venait d'Ashtaten, comme on dit, les petits, presque ghettos juifs, enfin, les petits villages juifs, voilà. Stadtstädte, en fait, c'est une petite ville, enfin bon, voilà. C'est en yiddish, évidemment. Oui, Hameau, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, et pas grand-chose. Donc, d'abord, il y avait ce truc déjà que j'étais petit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai passé mon entrée à Paris, ce qui est très rare, au Conservatoire de Paris, donc le supérieur, qui est l'aboutissement, sur un 3/4 encore, parce que j'étais encore... D'abord, j'étais très jeune, parce que je suis... c'est pas du tout de la prétention, mais je suis allé vite au début. Bon. Ouais. Donc, je suis rentré à 13 ans. Et donc, donc je ne pouvais même pas encore jouer un violon entier quand je suis rentré au Conservatoire de Paris. Et déjà, on jouait les concertos de Paganini, de Mendelssohn, tout ça. Hein. Paris, c'est l'aboutissement de l'enseignement en France. Enfin, le supérieur de Paris. Bon, donc il y avait ça. Donc j'avais un violon pourri. Enfin, il faut dire les choses. Après, comme on n'avait pas d'argent, on a acheté, pas beaucoup, on a acheté quand même pour moi, quand ça a monté, le premier entier. Enfin, entier dans le sens taille normale, quoi. Violon moderne. Pas génial, mais on ne pouvait pas plus. Un violon moderne coûte évidemment moins cher. Mais il était bon, hein, c'était un très bon luthier. Mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un violon ancien, évidemment. Voilà. Et alors, je m'excuse, je vous fais toute l'histoire. Et puis, bon, moi j'ai mon prix, tout ça, ça va bien. Et je me dis quand même, ce violon, ça ne me suffit pas. Surtout que ça a été assez vite. Hein. J'ai eu mes premiers concerts, mais vraiment, le jour de mon prix, il y a des gens qui sont venus me voir. C'était à l'époque, on passait les concours à Gaveau, à la salle Gaveau. Et... il y a une agent qui est venue et j'ai pas eu le temps de ranger mon violon, que j'avais déjà une tournée, voilà. Bon, donc ça a été vite. Je me disais, ce violon, ça va pas. Bon, et puis il me fallait de l'argent quand même. Bon, donc j'ai cette petite orchestre de chambre qui m'avait engagé. Il s'est avéré qu'ils ont fait une énorme tournée avec Jean Ferrat. Ça doit paraître maintenant, je sais pas, il y a 2 siècles, mais je suis pourtant pas si vieux, mais voilà. Donc on a accompagné Jean Ferrat, on jouait du classique d'abord, après et je savais que c'était bien payé, ces choses-là. Et donc j'ai fait quoi, 3 semaines, 1 mois avec Jean Ferrat, on jouait du Bach, et après on l'accompagnait dans les chansons. On devait d'ailleurs changer de tonalité souvent parce qu'il chantait tellement faux qu'il fallait le rattraper, mais il était en même temps assez sympa. J'ai appris, il s'appelait Tannenbaum, mais pas du tout Ferrat, donc on discutait, on s'engueulait parce que moi j'étais un art, plutôt, lui était communiste, et il avait la fameuse chanson Pauvre petit con, je sais pas si vous vous rappelez, contre les gauchistes. Et moi, je faisais venir des gauchistes qui gueulaient dans la salle où c'était au Palais des Sports. À ce moment-là, enfin bon, mais en même temps, ça va quand même, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, pour en revenir au violon, c'était très bien payé. Et j'ai pu, cash, m'acheter mon premier violon italien en sortant de ce cacheton, comme on disait à l'époque. Et je me suis acheté d'abord un Grand Chino. Et j'y arrive, le Grand Chino, c'était ce fameux violon tellement beau à voir d'abord. Une douceur de son absolument extraordinaire, d'une tendresse extraordinaire. Mais j'ai commencé mes premiers concerts comme soliste avec des orchestres derrière qui sont 70 quand même. Quand vous jouez le concerto de Beethoven, il y a 70 personnes, ou le Mendelssohn, il y a 70 personnes derrière. Il faut quand même passer dessus. Moi, j'étais tout avec mes beautés de son, et chaque fois on me disait, mais on ne peut pas jouer un peu plus, parce que oui. Et puis j'avais beau essayer. Non, il avait une beauté, une tendresse de timbre incroyable, mais pas beaucoup de son. Voilà. Et là, j'ai cherché, et puis je vous raconte tout. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Et puis, vous connaissez peut-être de nom le grand luthier Étienne Watteau, qui était le grand luthier. Bon. Et alors, je lui disais tout, je cherche. Et l'homme me disait, oui. Ah, il m'a amené des trucs, il me proposait, non, ça, c'est pas pour toi, ça ne va pas. Non, ça ne va pas, effectivement. Et puis un jour, il me dit, je crois que j'ai quelque chose pour toi.
vraiment qui va te plaire. Et j'arrive, je trouve le violon épouvantable. Je comprends pas mais je regarde à côté et je vois une merveille, quoi. Et je dis: «C'est quoi ça?» «Mais c'est un Stradivarius, c'est une merveille, mais je peux pas m'acheter un Stradivarius, j'ai pas l'argent pour ça», enfin bon, et quand même. Et il me dit: «Non, non, mais attends, là, c'était juste un jeu pour voir que si tu le reconnaissais, c'est le Stradivarius d'Oistrakh. Mais je te permets de David Oistrakh. Il est en réparation et je te permets de le jouer 3 heures». Je reste bon, excusez-moi, c'est des trucs, ça a l'air de rien, mais pour un violoniste, c'est gigantesque, je sais Oui, pas quoi. oui, oui, voilà. C'est évidemment plus les choses qui intéressent les gens maintenant. Mais bon, peu importe, moi ça me touche encore. Et puis bon, là-dessus, comme par hasard, ça a déclenché un truc. Et puis 3 semaines après, il me propose de nous. Et là, mais ça, il y a quelque chose, là. Je sais pas, je suis tombé. C'était un violon incroyable, quoi. J'ai trouvé magnifique tout de suite. Il sonnait pas encore très bien, je le dis. Maintenant, je peux tout dire. Mais je sentais que c'était formidable. Et je suis tombé un peu, vous allez me moquer de moi, parce que c'est comme, je suis tombé amoureux du dos. Voilà. Il avait un vernis sur le dos, d'une beauté incroyable, avec comment on appelle ça, les rayures du bois, quoi. Enfin, Mmh. c'est un autre nom, pas peu importe. Et tellement beau, je me suis dit, ce violon, il va sonner comme un dieu. Bah, il sonnait pas comme un dieu. Et je comprends tout de suite que Watteau s'est planté dans le réglage. Et je vais voir un autre luthier. Tu le sens, le réglage, c'est mettre le chevalet un tout petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, l'âme aussi, comme ça. Vous savez, l'âme, Mmh. c'est le petit bout de bois qui est à l'intérieur. Les petits réglages c'est des rien du tout, mais qui peuvent changer le son d'un violon énormément. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas bien placé. Bon. Et tout d'un coup, bam, Il l'a ajusté. ouais. Et tout d'un coup, le violon a explosé, si je puis dire, dans le bon sens du terme. Il s'est ouvert, il est né, quoi. Et j'ai dit: «Je veux le». Voilà. Et je l'ai acheté, ça a été très compliqué financièrement, ça m'a aidé à faire carrière dans un sens, parce qu'il fallait bien du coup payer. Le meilleur moyen de payer, c'est de faire des concerts, quoi. Et voilà, et j'ai ce violon et j'ai appris après que ça, c'est ça qui est merveilleux, j'ai appris après, vraiment après, qu'il avait été le violon de Choupensiek, qui était le grand ami de Beethoven, et que donc déjà il était de 1720 quand même, hein, maintenant il a plus de 300 ans. Et donc Beethoven a connu ce violon, mais il l'a pas entendu parce qu'il était déjà sourd quand il Mmh. l'a connu, mais il a appartenu à ce monsieur qui a créé tous les 3, 4 derniers quatuors de Beethoven. Et donc, bon, voilà. Je vous assure que quand on travaille, on n'y pense plus, hein. On essaye de jouer bien, de jouer juste, mais quand on le porte dans la rue, on y pense. Ouais. On fait attention, quoi. Voilà, c'est ça mon violon, et c'est encore, ouais, c'est fort, quoi. Ouais, Mais en bien même sûr. temps, quand on travaille, bon, des fois, on n'est pas content, c'est des vieux monsieur, quelque part. Donc, quand il y a trop de changements d'hydrométrie, par exemple, c'est difficile, on sent qu'il réagit. Enfin, bon. Donc, c'est des violons très, très, très sensibles. Mais bon, voilà, avec des sons qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. Voilà. C'est tout. Vous parlez même de la névrose du violon pour le violoniste. Mais Oui. pourquoi être violoniste ou musicien? Vous dites que ce n'est pas la même chose. Et vous écrivez, il faut faire parler la musique, oser la faire parler, c'est l'art d'interpréter une partition. Oui. Parce qu'il y a des gens, et il y en a plein, et je veux pas du tout avoir l'air de dénoncer mes collègues ni rien, hein, il y en a que j'adore, mais il y a beaucoup, et malheureusement de plus en plus à mon sens, hein, c'est méchant de dire ça, mais un peu quand même, qui sont des très très bons violonistes, dans le sens qu'ils jouent très très bien, qu'ils jouent juste, et je vous assure que jouer juste au violon, c'est déjà pas facile. D'ailleurs, la fameuse phrase de David Oistrakh qui dit tous les violonistes jouent faux, mais il y en a qui exagèrent. Parce que jouer vraiment juste, c'est quasiment impossible. Ou vraiment juste au sens presque mécanique en tout cas, si on vérifie chaque note sur un ordinateur, il y en aura que vous n'entendrez pas, même moi je ne l'entendrai pas, mais qui ne sera pas complètement juste. Alors Mhm. que le piano, vous le réglez, etc. Ouais. Bon. Mais, bon, et c'est difficile de jouer du violon, mais il y en a qui font que ça. C'est-à-dire très bien faire les notes. S'il y a marqué forte, c'est plus fort que quand il y a marqué piano, mais c'est pas vécu, c'est juste plus fort, en décibels, bon voilà. Et l'interprétation, c'est beaucoup plus que ça, parce que l'interprétation, je sais pas moi, mais même le truc le plus bête, j'allais dire, basique, le truc le plus connu, bon, la cinquième de Beethoven. Maintenant, d'ailleurs, de plus en plus, on entend pa 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 pa, pa 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 pa. Bon, c'est bien, mais c'est très tranquille. C'est pas ça qu'il veut. Ta 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 ta. Mm. Parce qu'il répète la note déjà. Moi, d'ailleurs, je dis toujours ça sur Beethoven. C'est un de ceux, même jusqu'à maintenant, qui répète le plus la même note le Mm. plus souvent. Parce qu'il veut convaincre. C'est comme quelqu'un qui vous parle. Mais si on comprend pas ça, on n'interprète pas, on joue son truc. Bon, et ça, je peux vous donner 2000 exemples de ça. Et je sais pas, par exemple, je me suis engueulé avec Gergiev une fois. Enfin bon, n'en parlons pas, mais avec d'autres chefs, je sais pas. Beethoven, par exemple, ne marquait pas les mouvements métronomiques, vous savez, enfin, c'est-à-dire le tempo, vraiment. Il marquait, parce qu'il a connu, c'est lui qui a presque inventé le métronome, ou qui l'a fait inventer, parce que, comment il s'appelle, l'inventeur du métronome, j'ai un trou, maintenant je trouve plus son nom, c'est lui, en fait, c'était un homme qui s'occupait des oreilles.
C'est lui qui a inventé les pavillons, vous savez, pour mieux entendre. Oui. Et donc, il s'occupait des oreilles de Beethoven qui perdaient de lui de plus en plus. Et puis un jour, pas un jour, plein de fois, ils se sont pas une musique. Et l'autre lui disait, vous savez, on n'a rien pour mesurer la vitesse musicale, le tempo. Donc, je sais pas, vous pouvez pas y penser. Pourquoi je trouve que son nom, il est partout. Excusez-moi. Mais, et en tout cas, et du coup, il discute et il invente le métronome. Mais Beethoven dit, je veux pas mettre tout le temps le numéro métronomique. Parce que la musique, ça bouge. Et en plus, les interprètes, des fois, ils exagèrent. Alors, si je mets meno mosso, qui veut dire un peu moins vite, ils vont faire beaucoup moins vite. Alors, si je ne marque pas, il n'y a rien. Si je le marque, ils vont exagérer. C'est très compliqué. Alors, il y a par exemple des endroits où c'est évident qu'il faut un peu baisser le tempo, un peu aller moins vite. Il ne l'a pas marqué des fois. Et c'est ça, interpréter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi? Je me suis souvent engueulé, par exemple, le fameux deuxième thème de Beethoven Sublime dans le concerto. Eh ben, il n'y a pas marqué Meno Mosso parce qu'il a eu peur qu'on le fasse trop. Mais c'est tellement évident qu'il faut un tout petit peu de détente, quoi. Mais il marque des fois des mots, il met moderato, ou je sais pas, un truc comme ça. Et il faut tout le temps réfléchir à ça. Et ça, c'est ça l'interprétation pour moi. Je sais pas si on a le temps encore, je veux pas être. Il y a une très belle comparaison que j'adore d'une grande musicologue qui s'appelait Gisèle Brelet. Et elle a fait un bouquin qui s'appelle L'interprétation créatrice. Et elle dit finalement, la grande différence et la difficulté de la création musicale, c'est que les gens, par définition, ne lisent pas la musique, ne connaissent pas la musique. Même ceux qui adorent la musique, ils vont au concert, mais si vous leur mettez une partition, ils savent pas ce que ça veut dire. Enfin, ils savent pas ce qui doit sonner. Ils voient des notes qu'ils comprennent pas très bien. Et en plus, même pour un chef, hein, vous savez, lire les 25 lignes d'un coup, c'est pas facile. Donc pour un simple mélomane, j'en parle pas. Alors que si on lit, je sais pas, Tristan et Iseult, on comprend ce que ça veut dire. On peut se planter, on peut mal l'interpréter, mais au moins on comprend ce que ça veut dire. Et elle dit donc, qu'est-ce que c'est que... Et elle dit, j'adore cette image, elle dit l'interprète en musique est avec la partition dans le même rapport que le prince charmant et la belle au bois dormant. C'est-à-dire que sans le prince charmant, l'interprète, la partition reste la belle au bois dormant. Elle dort. Parce que personne, vous voyez, je vous amène demain une partition, ça vous dirait. Par contre, et donc, nous, on est le prince charmant qui vient faire le baiser à la partition. Voilà, on fait le baiser qui lui redonne vie. Oui. J'adore cette image, je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, vous dites aussi que la main gauche, c'est la main du prolétaire, et la main droite, c'est celle qui interprète, et c'est celle qui va révéler l'âme du musicien. Oui. Et comme vous vouliez, on va écouter un extrait d'ailleurs, qui montre bien l'importance de l'interprétation. Vous allez commenter. Donc César Franck. C'est le final, en fait. C'est le quatrième mouvement. Alors, je peux dire plusieurs choses. Par exemple, déjà, si je me souviens bien, mais parce qu'on a tellement de choses, je crois qu'il y a marqué Allegro molto dans mon souvenir. Bon, c'est le dernier mouvement. Et déjà, par exemple, le choix du tempo. D'ailleurs, on s'est fait... Il y a quelques critiques qui nous ont descendu à cause de ça. Ils trouvent qu'on joue trop lentement parce qu'il y a marqué Allegro molto. Allegro molto, ça veut dire très vite. Ou très allegro. Enfin, Donc les critiques disent que vous jouez trop lentement. Une ou deux, un peu, mais on a complètement choisi ça. Pourquoi? Et c'est là que, même dans des choses comme ça, la conception de l'interprétation, ça intervient tellement. Parce que c'est évident. Alors, bon, là, on n'a pas tout le mouvement, bien sûr, mais ce mouvement commence par un thème qui est repris là, mais différemment.
Oh là li, là 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 li. Alors il y a marqué quand même Allegro molto. Ça veut et c'est évident qu'en même temps, il y a une espèce de douceur là-dedans, que si on joue ti la 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 li, ta la li, la 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 la, on a l'impression d'avoir une espèce de chansonnette, villageoise ou bébête, populaire, j'irai contre le peuple, hein, c'est pas ça que je veux dire et c'est pas ça qu'il veut donc il a marqué Allegro molto parce que sûrement, en plus, on sait qu'il a écrit cette, il faut savoir des trucs pour bien interpréter quelque part, même historique, j'ai envie de dire. On sait qu'il a écrit ça pour une femme qu'il aimait beaucoup et qui jouait du violon. Bon, donc évidemment, elle a dû un jour lui jouer trop lent parce que justement, ça donne envie. Alors il a mis molto, mais peut-être que, on ne sait pas. Enfin, nous en tout cas, on pensait vraiment tous les deux qu'il faut que ce soit gardé, c'est quand même cette espèce de douceur et cette espèce de calme. Et il faut être calme vite, si je peux dire. Voilà. Et donc, on n'est pas très vite non plus. Voilà. Et des choses comme ça. Mais surtout, par exemple, papa, 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 je pense que les gens ont repéré ça dans l'extrait qu'on a passé. Tatati, tatati, tatata, papa, là. Bon, il n'y a pas marqué ralenti, par exemple. Il y a pas, c'est assez évident, mais il marque pas ralenti parce que s'il le marque, tout le monde va faire ti ta ta ti pam pam et c'est horrible, ça devient du Wagner ou du Bruckner ou je sais pas quoi. Et voilà, bon, je pourrais en parler des heures parce que c'est ça qui me fascine et c'est aussi c'est l'enseignement parce que c'est ça qu'on enseigne. Nous on a en plus, on a la chance au conservatoire supérieur d'avoir des gens qui arrivent déjà formés techniquement ou quasiment et on parle enfin, dans les deux, mais quand même, on parle beaucoup, on peut parler d'interprétation parce que ils peuvent déjà vite changer un truc. Ou vite... Bon, bon, vous avez entendu ces petits ralentis énormes, quoi, du piano pour amener le violon, quoi. Et nous, on peut pas faire autrement que ah là, non, je sais pas quoi vous dire. Bon, voilà, pour moi, c'est ça la musique. Mais il y a plein de gens qui vont dire bon, c'est fortissimo, ok, il y a pas marqué réparti, papa, 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 il y a marqué crescendo, ti ta ta ta, papa, mais et puis surtout, pas d'effet. Alors, pas, parce qu'il y a un truc en ce moment, je sais pas, je suis désolé de dire ça, mais c'est peut-être vrai aussi dans toute la culture et dans notre société, il faut pas exagérer. Jamais exagérer. Et moi, je pense que la musique sans exagération et l'art sans exagération n'existe La pas. musique, même. Voilà, c'est tout. Alors après, bon, il y en a aussi qui font du cinéma, ça c'est autre chose. La frime et les effets, c'est pas la même chose qu'exagérer. Enfin bon, c'est sans fin, on peut en discuter. Bon, c'est vrai que c'est pour ça que je fais des cours souvent qui durent des heures, parce que j'ai plein de trucs à... Mais j'ai envie de ça, et c'est ça qui me fascine dans la musique. Alors après, il rentre aussi en question plein de choses peut-être encore plus subtiles, mais le timbre, le son. Et c'est pour ça que je dis que c'est la main droite qui fait la musique, parce que c'est quand même le bras droit qui détermine le son. Bon, bien sûr, un peu la main gauche, parce que mine de rien, quand on met toute la chair du doigt, ou quand on met que le bout du doigt, comme c'est très à la mode maintenant pour être sûr de la justesse, c'est pas la même chose. Quand on met toute la chair, le son est un peu voilà, plus chargé, tout simplement. Ouais. Mais quand même, c'est surtout les vitesses d'archer, la façon de tenir, la pression, un peu moins de pression, un peu moins de longueur, un peu moins de vitesse. Enfin, c'est infini le nombre de sons qu'on peut faire sur une même note. La pression des doigts, enfin bon, 1000 choses. Et tout ça, ben, c'est un choix, quoi. C'est vraiment un choix. Alors d'abord, on choisit son violon aussi, pour ces fantasmes-là, mais aussi, c'est dans le jeu, quoi. Puis en plus, c'est dans les acoustiques différentes. Enfin, il y a 1000 trucs. Alors, il y a plusieurs façons d'être violoniste, il y a aussi plusieurs façons d'être juif. Est-ce qu'au fil des années, votre façon d'être violoniste a changé et votre identité juive a évolué? Vous écrivez « Le judaïsme est un peuple, pas seulement une religion. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'on se dise juif si l'on n'est pas religieux. » Oui, Je ne pas qu'il y a des juifs laïcs, quoi. Oui, oui. C'est vrai que je me heurte à ça tout le temps, mes amis dans la musique. Enfin, pourquoi tu continues à te dire juif? Tu n'es pas sioniste? Pas vraiment. Enfin, en tout cas, t'es pas là-bas. Et t'es pas religieux, alors. T'es pas juif. En plus, tu vis avec une non-juive. Je dis, mais Moïse aussi. Mais je suis désolé. Ça, parce qu'on me sort toujours le truc de la mère juive. Bon, je sais que c'est dans les règles de la religion. Officiellement, c'est la mère qui détermine. Mais d'une part, comme je dis souvent, le judaïsme, c'est un peu trop sérieux pour faire confiance aux rabbins là-dedans. Il faut un peu plus que des rabbins pour comprendre le judaïsme, à mon avis. Et puis surtout, il y a cette contradiction absolue, mais qui me plaît d'ailleurs, parce que j'aime bien les contradictions du judaïsme, qui sont énoncées. C'est-à-dire que Moïse ne s'est pas marié avec une juive. Il s'est marié avec la Druze dans le désert, qui n'est pas du tout juive. Et bon, ça veut dire que tous les descendants de Moïse sont pas juifs. Ça fait un problème quand même. Bon. Donc c'est plus compliqué. Et puis il y a plein de contradictions comme ça que j'adore. Pourquoi on peut le peuple du monothéisme, on peut dire Dieu que au pluriel. Elohim, c'est un pluriel et on peut pas le dire au singulier. Ça n'existe pas. C'est joli. Qui dénonce et peut-être qui est assassiné depuis 2000 ans parce qu'il a énoncé le monothéisme. C'est sans doute ce qu'on lui reproche le plus, à mon sens. Hein. Le reste, c'est des pipeaux, je crois. Enfin, ça va avec. Mais ce qu'on lui reproche,
c'est d'avoir énoncé le monothéisme, et en plus de pas avoir accepté Jésus. Bon, voilà, parce que c'est sûr, c'est pas autre chose, le reste, ça vient avec. Mais, et puis en même temps, on peut pas le dire au singulier. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà. En étant jeune, vous étiez membre de la Shomer Hatzaïr, Oui. la jeune garde Oui. en hébreu. Oui. Alors, quel a été pour vous le rôle de cette organisation qui était sioniste et marxiste non religieuse? Voilà, elle m'a formé, mais c'est aussi parce que mes parents étaient déjà là-dedans. Ma mère, le fameux mouvement dont je vous parlais tout à l'heure en Roumanie, c'était la Shomer Hatzaïr. Ma mère y était, donc juif et marxiste, enfin sioniste et marxiste. Mais ça, maintenant, on peut plus dire, parce qu'on peut pas être de gauche et sioniste. En ce moment, avec plein de jeunes et même des anciens élèves, ça me fait très très mal. Quand on dit, attendez, moi je critique aussi, mais par contre, pour moi, la ligne rouge, c'est pas la destruction d'Israël. Ah, finalement, vous êtes sioniste, hein, donc vous êtes fasciste. Ben, bien sûr, je suis fasciste. Mais par contre, de l'autre côté, j'ai envoyé exprès un truc l'autre jour dans un journal, et d'ailleurs, je peux le dire ici aussi, de l'autre côté, moi, maintenant, je signe tout le temps Ami Flammaire antisémite. Bah oui, puisque monsieur Netanyahou a dit que si on était contre un État palestinien et que si on critiquait sa politique, on était antisémite. Donc moi je suis antisémite, je suis pour un État palestinien. Voilà. Donc, on est dans ces contradictions-là. Mais donc la Shomer, si ça m'a apporté énormément de choses quand même. D'abord parce que il y a même un texte de Trotsky, hein, pourtant qui n'était pas inventionniste, qui dit ce mouvement, la Shomer Hatzair, est le meilleur mouvement de formation marxiste du monde pour les jeunes. Et c'est vrai qu'on nous donnait une formation. Alors, il y avait de la propagande sioniste, certes, mais il y avait une formation marxiste incroyable. On lisait le Capital à 11 ans, quoi. Et on était formés. Et surtout, moi, j'ai le sentiment, là-bas, on a appris à partager. Vraiment, c'est un endroit où on partageait, on allait faire des porte-à-porte parce qu'il y avait des gens qui avaient des parents pas assez riches pour payer les vacances ensemble, parce qu'on faisait ce qu'on appelait les machanés, des camps de vacances. Et il y avait vraiment un vrai partage. D'ailleurs, je crois que moi, tout le monde se moquait un peu de moi. Bon, c'est vrai que mon prof faisait ça, mais c'est pas très fréquent. Moi, j'ai fait je suis quand même resté très longtemps au Conservatoire de Paris comme prof, et j'ai fait tout mon enseignement où tout le monde venait à la classe, quoi. Tout le monde venait à la classe, je voulais qu'ils restent ensemble, il y avait un esprit de classe, on était quand même, je sais pas quoi. Et on mangeait ensemble avant, et de temps en temps, on allait au cinéma ensemble parce que je voulais qu'ils voient des vieux films, parce que maintenant, de nos jours, un film de 20 ans, c'est déjà très vieux. Alors qu'une musique de 20 ans, c'est la musique contemporaine. Comme ça, c'est une autre question. Mais donc, souvent, on allait voir des films, souvent muets d'ailleurs, en fonction de ce qu'ils travaillaient. Par exemple, ils allaient voir des films de Eisenstein quand on travaillait du Prokofiev, enfin des choses comme ça. Et ben ça, je crois que ça vient de l'esprit de la chômère, du partage, d'être ensemble, voilà. Après, j'ai quitté ou je me suis fait virer, un peu les deux, parce que j'ai dit, quand je suis arrivé en Israël au kibbutz et que j'ai découvert que c'était construit sur un village arabe dont les gens avaient été expulsés, j'ai eu un souci. Et donc j'ai invité comme j'étais responsable de la culture à cause du conservatoire, parce que j'étais en congé du conservatoire en fait, j'étais quand même au 3e cycle déjà, au cycle de perfectionnement, et j'ai fait venir le chef du village, et le lendemain, j'ai dû quitter le kibbutz, on va dire, voilà. Et quel est votre rapport aujourd'hui avec Israël? Vous en avez dit un mot, mais vous dites que vous aviez du mal à jouer du violon là-bas, Ah là-bas, je et peux qu'il y pas. avait quelque chose qui tournait pas rond. Non, mais alors il y a deux choses. Il y a d'abord, je peux pas parce que mais ça c'est purement de la névrose personnelle, j'avoue. On va pas faire une psychanalyse ici, mais quand même, je peux pas parce que j'ai l'impression que toutes les femmes sont ma mère, quoi. Et donc, c'est vachement. Déjà que j'avais beaucoup de mal à jouer devant ma mère, alors quand il y en a 200, c'est infernal. Voilà. Et en plus, ma mère là, je m'amuse un peu, mais c'est vrai, ma mère, au bout de 25 ans, j'ai réussi à lui dire arrête, mais j'ai mis 25 ans, tous les concerts, et elle venait souvent. Elle reniflait exprès tous les 10 secondes pour que je sache où elle était. Mais toutes les 10 secondes. Donc je n'entendais plus que ça pendant des années. Et quand la fois où j'ai essayé de jouer en Israël, eh ben j'attendais les reniflements, je me disais, enfin bon, c'était pas possible. Voilà. Mais par ailleurs, oui, c'était pas possible, je sais pas comment dire, hein. Mais par ailleurs, mon rapport à Israël, oui, je ne me sentais pas à l'aise à cause de tout ça, mais aussi, oui, je trouve que c'est un pays. Il y a eu 2 pays. Il y a eu le début où je pense, moi j'étais pas né, mais quand même, mes parents m'ont raconté. Mes parents, ils ont quand même fait la guerre d'indépendance en 48, donc il y avait un truc fort. Et donc toute ma famille pratiquement était en Israël, la plupart, et c'était des gens de l'Est qui ont réussi à partir et qui étaient là-bas, pas en France. Bon, il y a eu la France. Bon, enfin, je peux pas tout raconter, c'est dans mon bouquin, mais pour des raisons, mes grands-parents sont arrivés en France. Mais bon, en tout cas, je vais faire encore une entourloupe, si je puis dire, mais j'ai toujours l'impression, Israël, comment vous dire, c'est comme si c'est quelqu'un de la famille, voilà, c'est un fils, peut-être.
Et on peut pas échapper à ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et donc, moi, je le vis un peu comme quelqu'un de la famille, mais en même temps, il me plaît pas, quoi. Il déconne. Et donc, donc tous les soirs, on va se coucher, et puis on se dit, le matin, au réveil, on se dit, est-ce qu'il a fait une connerie cette nuit? Est-ce qu'il a pas fait pipi au lit? On va voir. Et la plupart du temps, il a fait pipi au lit. Mais c'est quand même votre fils. Et voilà, c'est un peu ça, mon rapport avec Israël. Mais je trouve qu'ils font beaucoup de conneries. J'adorerais. Bon, en plus, alors, je pourrais en parler, mais ça serait trop long. Tout cet été, j'ai relu des grands philosophes premiers sionistes, surtout Gershom Scholem, qui est mon maître à penser. Bon, c'était le grand ami de Buber, et qui avait créé, eux, ils se disaient sionistes libertaires, quand même, dans les années 20. Ils sont partis en Palestine dans les années 20, et ils ont créé un groupe qui s'appelait Brit Shalom, l'Union pour la paix. Ça, c'est dans mon deuxième livre, surtout. Et ils disaient, oui, bien sûr il faut quelque chose. On peut pas continuer à se faire assassiner tout le temps. Mais attention, peut-être qu'il faut pas créer vraiment un État, peut-être que... Enfin bon, et surtout, il faut apprendre à vivre avec les Arabes. Il faut les voir, il faut les rencontrer. Il faut qu'on les rencontre. Il faut pas qu'on arrive avec nos trucs comme si... Bon, on les a pas beaucoup écoutés. Ça, je pense que c'est une réalité. Et vous avez joué, vous, en Palestine, à Gaza, avant la seconde intifada, Oui, notamment. pas beaucoup. Et il y a un concert qui a failli tourner au fiasco. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Oui, parce qu'il y a un concert qui s'est passé le lendemain d'un attentat épouvantable qui est resté assez connu, le Dolphinarium, enfin l'attentat au Dolphinarium, où il y a eu des adolescents qui ont été tués à Tel Aviv. Nous, évidemment, on ne savait pas, cette tournée était prévue depuis longtemps. Je tenais à faire un truc avec un orchestre mixte. Il y avait des Israéliens, il y avait des Palestiniens, il y avait beaucoup de mes élèves de Paris. Et même dans le programme, bien sûr, on jouait du classique, mais il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Koutsi Erguner, qui est un très grand spécialiste de musique soufie, qui joue du ney, vous savez, la flûte turque, magnifique. Et on a fait quand même les deux. Sauf que, on est arrivé, on était assez fou d'être là, heureux d'être là. Le directeur du théâtre, d'ailleurs, je veux le faire venir là pour parler. Georges Ibrahim, qui est un mec merveilleux, qui nous avait invités, qui avait eu beaucoup de mal à organiser ça. Et tout d'un coup, bon, on apprend qu'il y a eu cet attentat la veille, quoi. Déjà, les deux Israéliens avaient eu beaucoup de mal à venir passer la nuit à Ramallah. Ils avaient peur. C'est vrai. Et en même temps, il y avait un couple qui s'était créé, quand même, une Palestinienne et un Israélien. Bon, c'est fini maintenant. Mais enfin bon, en tout cas, c'était formidable. Et puis tout d'un coup, bon, il y a eu cet attentat. Donc là, on était quand même, ça fait mal, quoi. Tout d'un coup, vous êtes à Ramallah, vous venez soutenir, entre guillemets, le peuple palestinien. Mais quand même, là, ils ont fait une horreur. Parce que l'attentat, vous savez, même certains dirigeants palestiniens sont contre le terrorisme. Il faut pas oublier, quand même, hein, c'est pas si simple. Donc ça, c'est du terrorisme. Comme d'ailleurs, le 7 octobre, c'est du terrorisme, et on a des gauchistes qui veulent dire que c'est pas du terrorisme, je ne supporte pas, et quelques autres Palestiniens aussi. Pardon, voilà, là, il faut faire attention. Est-ce que là, vous pourriez, par exemple, vous espérer un jour rejouer à Gaza ou dans un territoire, dans un futur État Alors, ça, c'est mon rêve, évidemment. Moi, à ce moment, avec un État palestinien qui vivrait en paix aux côtés d'Israël? demain, si ça arrive, malheureusement, j'ai peur que là, ce qui se passe, d'une part, le 7 octobre, évidemment, qui est une horreur, mais aussi l'épouvantable, j'aime pas le mot disproportion, en même temps, j'aime pas dire, je sais pas comment dire. C'est tellement épouvantable, c'est tellement n'importe quoi. La vengeance d'État, c'est une horreur, ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. Et même si on revient, tout le monde dit œil pour œil, dent pour dent, mais il faut se rappeler ce que ça veut dire. Pourquoi c'est un progrès, œil pour œil, dent pour dent? Parce que justement, pour un œil, c'est un œil, pour une dent, c'est une dent, c'est ça que ça veut dire. C'est pas pour un œil, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est, à l'époque biblique, c'est important de dire ça. C'était un progrès gigantesque dans l'Antiquité. Bon, et maintenant, non, on tue pas 70 000 personnes. C'est pas bon. Et donc, oui, bien sûr que non seulement je pourrais jouer, mais d'abord, j'ai un projet énorme, mais que j'arrive pas à faire pour l'instant, je reconnais. Bon, d'abord, Standing Together, que j'aime beaucoup, on pousse à ça, et on va faire en tout cas des trucs mixtes à Paris, ça c'est sûr. Standing Together, une association dont maintenant vous êtes membre, Oui. qui regroupe des Israéliens Et des Arabes israéliens. Et de plus en plus aussi quelques Palestiniens des territoires. Mais en tout cas, au moins 30... Enfin, je trouve que s'ils sont formés. Il y a, je ne sais pas exactement le pourcentage, et puis d'ailleurs, on n'a pas envie justement de compter, mais il y a à peu près 30% d'Arabes dans le groupe. C'est d'ailleurs, c'est issu en partie du Parti communiste, qui était devenu presque un parti arabe. Bon, l'association dépasse ça. Mais en fait, c'est vraiment un groupe mixte. Et c'est tout en deux langues. C'est tout en deux langues. Arabe et hébreu. Et c'est un principe, et c'est très important. Et donc, moi, j'ai voulu tout de suite après le 7 octobre, mais j'ai été trahi, là, je reconnais. J'avais un fantasme d'amener tout un orchestre, comme j'avais fait, mais moi j'avais un orchestre de 25, ou je sais pas combien à l'époque. Là, je voulais un orchestre de 70 personnes. Je voulais arriver là-bas, et à Ramallah et à Tel Aviv, jouer la première symphonie de Mahler, qui était une explosion de vie.
Et je me disais, ça va être tellement fort, tellement énorme qu'on entendra ça même jusqu'à Tokyo, quoi. Et donc, le projet, c'était ça, faire venir un quatuor de Ramallah, du conservatoire où j'ai donné des masterclass, donc je connais le directeur, tout ça, et qu'on joue un extrait du double concerto de Bach, c'est-à-dire, double, ça veut dire pour 2 violons, moi et un élève ou un musicien palestinien, quoi, qui fait du classique occidental. Il y en a. Et puis, bon, tout le monde me refuse l'orchestre. J'arrive pas. Aucun orchestre ne m'accepte de venir. Donc, je sais pas encore. Mais par contre, les gens qui sont autour de Standing Together en Israël, parce que c'est quand même une organisation israélienne au départ, et avec Salam Shalom aussi, ils sont ensemble. Eux, ils veulent inviter mon quatuor et on va sans doute partir pour jouer. On sait pas encore où, c'est très compliqué, sans doute dans un village arabe quand même. Avec l'aide d'ailleurs peut-être de l'Institut français, l'Institut culturel français, là-bas. Sauf qu'en ce moment, comme vous le savez, il y a un roi diplomatique à cause de la décision de Macron. Donc il est quasi fermé, mais enfin bon, le projet reste là. Et avec mon quatuor et sans doute Charles Berling, qui est un ami et qui viendrait faire un pendant aussi de texte. Et ça, je crois que ça va se faire. Mais il n'y a pas de bois ici. J'ai toujours du bois. Mais c'est très difficile. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis rentré là-dedans. C'est la première fois depuis longtemps que je refais des choses un peu, entre guillemets, pas seulement moi tout seul ou avec des copains. C'était fou d'organiser la tension sur ce sujet. Dès qu'on a affaire, dès on contacte n'importe quelle institution, qu'elle soit grosse, petite, des gens, même des gens, des copains, des gens, pour faire quelque chose. Mais il y a de la folie là tout de suite. Enfin, c'est un sujet qu'on peut à peine aborder. Tout le monde a peur, il y a des pressions, il y a des tensions. C'est d'une difficulté énorme. Je crois que je suis content de faire ça, mais ça me rend fou. Ça me épuise. C'est trop compliqué. Mais c'est comme ça. Alors qu'il y a 15 ans, on en a fait, c'était pas simple, mais on pouvait. Maintenant, c'est de plus en plus dur. Les gens sont dans une tension et dans une haine. Voilà, c'est ça que je ressens. Je vois des jeunes, je sens qu'ils me détestent. Et il suffit que je dise, non, non, mais Israël doit continuer à exister. Ça y est, je suis un ennemi, je suis un fasciste. Et ça, moi, un fasciste, je peux pas. Pour terminer, à Mais pardon. Hammer, quelle est l'importance pour vous de la transmission? Vous en avez parlé un petit peu au début. Qui est-ce qui vous a donné le plus et de qui avez-vous également le plus reçu? Alors d'abord, la transmission, c'est pour moi l'essentiel parce que j'ai envie, parce que j'ai plein de trucs dans la tête et que j'ai envie de les transmettre. C'est peut-être prétentieux, mais j'ai tout le temps besoin de dire aux gens le moindre truc que j'apprends, même si c'est tiens ici, vous savez, au studio il y a des lignes obliques noires. Bah, j'ai déjà envie de sortir et de dire, ah, vous savez, c'est comme ça à l'intérieur du studio. Enfin bon, j'exagère un tout petit peu, mais la transmission pour moi, c'est mais d'autant plus depuis que j'ai un fils, c'est pas vieux, il a 19 ans maintenant, et bon. Bon, je ne parle même pas parce que là, sinon il y en a pour 10 heures. Mais enfin, mais les étudiants, tout ça. Et alors ceux qui m'ont le plus, moi j'ai eu je veux en parler 2 secondes parce que c'est aussi un peu donné, mais j'ai eu d'abord un prof juif. Je dis juif exprès pour presque provoquer parce que quand j'étais petit, il y avait encore presque la notion de ghetto, surtout à Metz, en Lorraine, qui est quand même un bout de la France qui vit 50 ans en arrière. Bon, peu importe, mais je vais me faire insulter, mais bon, et donc une bonne famille juive comme nous, qui arrivions presque du ghetto, des Palestine, tout ça. Conservatoire, ça va pas, donc. C'est pour les goïs, quoi. Enfin, c'est pour les non-juifs, le conservatoire. Là. Donc, il y a un bon juif, là, rue des Jardins, qui donne des cours. Bah, amateur total, mais enfin, il donnait des cours de violon. Et j'ai commencé avec un mec comme ça. Mais en même temps, je l'adore. Enfin, il est mort depuis longtemps. Je l'adore parce qu'il m'a donné de la musique. Tous les défauts du violon, il me les a donnés aussi. J'ai dû tout changer après, mais il m'a donné l'amour de l'expression, de l'émotion. Tout simplement. Bon. Après, j'ai eu la chance folle d'avoir un prof extraordinaire à Paris, grâce à un autre prof qui est arrivé à Metz, monsieur Roland Charmy, qui était le mari de Lily Laskin, la grande harpiste mondialement connue, et qui a été un homme extraordinaire. Et puis après, après moi, je lui dois presque tout, mais quand même, j'ai eu envie d'aller voir plus loin, et j'ai eu la chance énorme j'ai eu la chance parce que j'ai connu tous les grands. Un peu, enfin tous les grands des années 70, la grande période du violon, c'est Isaac Stern, Menuhin, Schering, Kogan, presque tous connus un peu. Et des fois pas mal. Stern, pas mal. Bon, et c'est une chance, parce que ces gens-là, on n'a pas besoin de prendre un cours. Hein. On discute, on a déjà l'impression d'avoir appris plein de choses sur les gens. Et si on va à leur concert, alors là, on apprend 2000 choses. Hein. Même pas parler de prendre un cours. De toute façon, il n'était pas question. Mais j'ai eu quand même comme prof pendant quelques temps Nathan Milstein, qui était un des plus grands de l'époque. Et j'ai eu cette chance folle de pouvoir travailler avec lui. J'allais chez lui privé à Londres il me disait des trucs. Il me disait des trucs et des trucs de travail aussi, des trucs techniques que je transmets encore, que je retransmets à des gens, des façons de travailler, des trucs de travail merveilleux. Et cet homme m'a fasciné. Voilà.
Merci infiniment, Annick Flammer, d'être venu. Merci à vous. Non, merci à Et vous merci à surtout. vous tous de votre attention. Et vous pouvez retrouver donc cette émission sur YouTube de France 24 et puis sur toutes les plateformes de podcast. À très vite. Merci à vous tous.